bonjour, bienvenue une fois de plus on time. On est déjà 7. Ça va. Le classique, je vais ne pas faire des bêtises, vous souhaiter la bienvenue, mettre une scène avec un partage d'écran et vous donner un peu plus de contexte. C'est les vacances, j'ai aucune idée de combien de monde se pointera ce soir, bienvenue Cizik, welcome friend. Et l'idée c'est de faire un petit récap des quelques sorties sympathiques des 3-4 dernières semaines, peut-être même un peu plus. Bon, clairement j'ai pas tout, mes recherches sont orientées, mais c'est juste histoire de partager un petit peu du tooling, un prétexte à papoter, le classique quoi. Est-ce que le son, musique, voix, enfin le mixing est bien Cizik ou autre personne présente et bienveillante? Ce serait top d'avoir ça avant de commencer. Royal, merci bien. Alors on part donc sur, je pense une vingtaine d'onglets à peu près, sur des choses qui, à mon sens, valaient le coup d'être lues dans les dernières semaines. Pour vous donner un petit peu le cheminement quand même, dès que je suis sur Twitter, sur LinkedIn, que je vois les trucs passer intéressants ou les chats Discord qu'on a par milliers, je prends, je mange et je filtre un peu. Et vous voyez en haut ce to-do avec tout ce qui me reste à lire, avec Technology Watch, tout ce que je tiens à vous présenter là, et qui sera bien sûr exporté, mis en description, accessible, tout ça. Hello Logic Knight, PVN. Donc voilà, l'idée c'est tout ce qui, à mon sens, valait le coup d'être montré, a été gardé dans mes tiroirs. Et bien sûr, ça m'oblige à avoir des favoris non triés le temps que je monte tout ça, ce qui est un peu barbare, mais worth it nonobstant. Donc on commence par un article qu'on avait un petit peu survolé, mais genre vraiment brièvement la dernière fois, de Strapi, en l'occurrence une vulne sur leur module d'authentification incognito, et enfin via AWS Incognito, et qui permettait de faire de la RCE avec de la SSTI en authentifié un peu plus tard. Donc bon, le classique, article plutôt bien ficelé où il donne les trouvailles au début, un petit récap, un énorme TLD, parce que l'article est long, mais en vrai c'est super chouette d'avoir des trucs un peu détaillés avec du fast forward. Il y a des disclaimers, de mémoire en bas il y a des timelines, il y a de l'étude de patch, donc c'est vraiment de l'article complet, bien décortiqué comme on les aime. Et ça part par le bypass d'Authent. Donc faut se dire que c'est ni vraiment de la faute, enfin en tout cas à mon sens c'est ni de la faute de AWS Cognito, peut-être de Strapi si c'est un plugin qui le recommande dans la partie plugin autorisé ou composant autorisé, suggéré même, mais la faille est trop chouette. C'est un équivalent de ce qu'on avait en Java à un moment, c'est que quand il y a la partie gestion du token, du token JWT d'Authent, il se fait checker, déchiffrer, mais à aucun moment il y a de check de signature. C'est juste on décode et on est bien. Donc il y a des classes Java qui se comportaient à peu près pareil, il y a eu pas mal de langages, librairies vulnes. C'était le début, c'était le temps que les implémentations se peaufinent un petit peu. Dommage, celle-là n'avait pas encore été assez regardée. Là où c'est sympa, c'est que de mémoire il parle de la manière dont l'Authent devait se faire. Bon, là il dit juste il faut changer le token et c'est bon, mais quelqu'un qui a essayé de backdoorer leur software en même temps, donc ça c'est pas trop cool. Voilà, c'est ça. Dans mon rapport initial, je montrais la document de Strapi qui montre que pour la doc de l'Authent via AWS Cognito, il fallait précifier plusieurs choses pour aller récupérer la clé publique pour chiffrer ces tokens. Et il montre le petit région et user pool ID qui devait être spécifié. Sauf qu'il y avait 0 paramètre à mettre dans la config, ce qui fait que ça pouvait pas être une config fonctionnelle vu qu'il manquait juste plein d'informations pour faire une Authent fonctionnelle. Donc il s'est dit bon, si ça marche pour s'authentifier, mais que ces informations-là ne sont pas requises, pas renseignées et pas auto-récupérables, c'est qu'il n'y a pas de check. Nice shot, il crée un Abstrapi, il se crée un petit token signé à la main et whoosh, ça passe. Il y a eu un premier patch où ils se sont mis à mettre de l'ISS pour avoir donc un paramètre qui permet de spécifier une URL pour demander d'aller récupérer la clé à utiliser. Comme ça fait un paramètre qui est l'URL plutôt que 2 paramètres, à savoir la région et l'ID. Manque de bol, ils n'ont pas fait de check sur le 2IS, donc il y a une petite démo qui va bien où on le voit générer son token. Je zoome un petit peu pour vos yeux. Hop là. Générer son token et voir que en donnant le token contenant
l'indication du lieu où la clé de chiffrement doit être cherchée, bah forcément le serveur distant vient chercher la clé chez lui, il lui dit voilà ma clé whitelistée, ça passe les checks, dommage. Il y a pas mal de moyens de se claquer, de se craquer, de se foirer en faisant ce genre de token. Prenez une lib éprouvée ou éprouvez votre lib. Bonne chance. Il y a tellement de failles, vraiment, faut essayer de passer sur Burp. On fait la Burp, Burp Training. Juste les challenges sont assez cool, les challenges Portswigger pour checker, pour s'améliorer sur ce genre de failles. Et il y a pas mal de petits exemples de la vraie vie à regarder. Et donc, une fois le compte récupéré, on enchaîne sur une SSTI. Et je sais pas s'il donne le détail entre compte utilisateur ou admin. Je vois pas d'informations dans le token. Donc on va supposer que la VUN est atteignable en tant que user et pas forcément admin. Ce serait à checker si on le fait pour de vrai. Il parle d'un petit peu de validation de template. Valider un template, ça veut dire oui, il y a bien des chevrons dedans. Donc a priori, c'est assez pour faire des choses malveillantes. Et il parle de la partie exploitation qui était sur du templating d'email avec Lodash. Et ce qui est sympa, c'est qu'il parle un petit peu des payloads classiques, il donne le POC, un grand seigneur. C'est pas de la payload qui a l'air trop violente, mais il fallait que ça ait ce genre de bad pattern à la fin, même si c'est commenté. Il me semble qu'il avait eu des soucis de WAF, qu'il avait montré des bypass assez sympas. Wait for it. Lodash. Voilà, là il commence à montrer des payloads déjà un peu obfusqués, faites pour à la fois passer des checks. Donc pourrait s'amuser à dire simplifie-moi ce code via du GPT, via de l'AST, via plein de choses. C'est juste sympa de voir quand nous on a besoin de faire des bypass, des gens qui se sont déjà amusés à manipuler ça dans tous les sens, qui nous permettent de juste faire des copy-pasta ou des modifications de ce qui existe déjà. Sinon ça prend toujours plus de temps dans les recherches. Donc voilà, petit framework, et pour le coup, autant en voyant ça, je me disais le code a l'air pas ouf, et en vrai, bypass d'autant de pages WT non signées, puis SSTI, ça pique quoi, c'est quand même assez rapide. Autant Strapi, ça a l'air un peu self-package, pas mal fait, leading open source CMS, machin. Ça permet vraiment de faire un petit truc comme ça, aussi propre, concis, facilement. Bon, faut voir le trade-off sécurité, mais l'outil a l'air quand même plaisant à utiliser, quoi. Donc faut voir. À voir. Comme d'hab, on jette pas tout, on whitelist pas tout, on fait ça avec des pincettes. Une nouvelle un peu plus ancienne, donc j'ai mis Auguste, mais ça c'était fin mai. On a eu un petit keygen qui a été fait pour l'algorithme d'activation de Windows XP. Oui, il a lu, c'est old as fuck. Pourquoi est-ce que ça nous intéresse ? C'est juste drôle. En vrai, ça peut être cool pour ceux qui ont besoin de vieux OS, mais il y a déjà tous les XP craqués du monde, auto-installés, auto-signés, ce que vous voulez. C'est juste sympa qu'il y ait des gens qui se motivent encore soit à appliquer des nouvelles techniques sur des anciens problèmes, soit à essayer de repenser, de faire une approche différente. Donc là, ils expliquent pas trop la manière qui a été utilisée pour le craquer. Bon, c'est sûrement du reverse ou de la mise en équation ou c'est du keygen, c'est des maths. Après, est-ce qu'il y a un algorithme un peu récent qui a permis ça à révolutionner ? Il faudrait essayer de croiser plus les sources. Ça m'a juste fait rire, c'est la petite news gadget sympa. Article incroyable de Michael Pusateri, je ne sais pas comment ça se prononce, sorry, mais qui est incroyable. En gros, c'est un mec qui explique qu'il faisait beaucoup de jeux de rôle, de jeux de société, de choses comme ça, et qui est devenu un Your Metaverse Warlord. Ça commence sur les jeux tranquillou et ça finit sur les darons du jeu vidéo, à savoir EVE Online et Loendo, et sur un jeu qui... Comment dire ? Moi, je l'ai connu parce que j'ai un de mes meilleurs potes, mon meilleur pote, qui y joue depuis des années et reprend régulièrement. C'est un jeu d'une complexité monstre qui contraint à avoir une collaboration rodée, à avoir de l'optimisation dans tous les sens, où tout le monde s'investit vraiment. C'est un peu comme World of Warcraft Vanilla à la grande époque, à plus grande échelle avec plus d'organisation. Donc c'est assez chouette, et le concept quand même c'est qu'une fois que vous êtes mort, vous avez tout perdu. Si vous jouez depuis 5 ans, vous avez tout perdu, sauf ce que vous avez laissé à votre faction qui vous le rendront peut-être sous votre réincarnation / prochain personnage. Hello Anakin, et
Yes, Endo, la gestion de l'économie de ce jeu est incroyable, vraiment incroyable. Et là où c'est cool, c'est que ce mec raconte la gestion de l'aspect teamwork, de l'aspect soft skills comme compétences techniques vraiment pour avoir des sites, de l'optimisation, une infra liée à ce jeu, juste pour être compétent dans ce jeu, et la manière dont lui il a pu réutiliser ses compétences dans la vraie vie pour répercuter ça, essayer de faire des choses efficaces, rodées dans sa boîte. Bien sûr, ça parle un peu du moment où il y a eu le côté fame, ça parle du moment où il y a eu le côté Covid, où tout le monde avec le vrai travail de galérien à la maison et pas mal de startups qui ont galéré pour tenir les pics de charge, en tout cas startups de la tech, qui ont galéré pour tenir les pics de charge pendant cette période, et forcément ça a été complexe à gérer pour eux. Et voilà, il donne un peu tout ce qui s'est passé, la complexité, ce que ça induit sur ce que le temps de jeu impliquait sur le temps de travail et ce que le temps de travail impliquait sur le manque de disponibilité pour le jeu en tant que chef de faction. Ce qui est un investissement en temps considérable. Bien sûr, petit parallèle avec nos 20 millions de channels Slack, Discord, mais eux pareil, contexte différent, same concerns, les mêmes galères, les mêmes surcharges de notifications, les mêmes surcharges sociales avec tous les problèmes humains à gérer. Je trouvais ça vraiment super chouette, le parallèle qui a été fait entre les deux, vraiment. C'est du pain béni, c'est des passionnés comme nous, mais qui appliquent ça à des problèmes différents. Régalez-vous, et l'overlap, tryhard jeux vidéo et organisation d'entreprise pour arriver à résoudre une tâche et à en vivre, il y a quelque chose, franchement, très très bonne lecture. Ensuite, JSON Crack, petit outil qui permet de visualiser des JSON de manière instantanée. Souvent, on est d'accord que c'est un peu surfait, parce que pour peu qu'on ait un curl, un JQ, un grom pour extraire les filtres, ça va. Mais ça arrive qu'on se retrouve avec des JSON énormes, parfois. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de voir un peu ce que ça vaut, ce que ça a dans le ventre. Désolé pour le bruit. J'espère que ça ne s'entend pas trop de l'autre côté. Masse de brûleurs. Alors, c'est des JSON Crack et il a dit builder le Docker. On va builder le Docker. Ensuite, on va run le Docker. Et on va même anticiper ça. Bam, 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 bam. Et bam. Donc je l'ai pas poké, hein. J'espère que ça va marcher first try, sinon ce sera un effet démo un peu moins sympathique. Il y a un ou deux autres outils pour lesquels je vais prendre le temps de faire une démo pendant ce stream là. Mostly il y a GPT Engineer, et il y en a un où j'aurais bien aimé, un espèce d'équivalent Regolith 3, mais ça ne s'est pas passé comme prévu, ça n'a pas voulu marcher out of the box. Hello Waked Zixi. Et non, mais on a tous des pseudos compliqués aussi. On cherche. Bon, il faut build Docker là, il faut faire les choses. Le temps que ça build, peut-être on avance. Alors, ça c'est des slides que j'ai lus il y a un moment, donc je vais clairement pas en parler avec autant de précision que j'aimerais, mais c'est un gars, donc Marius Banak, don't know you pick, qui est dans le milieu depuis un moment et qui fait l'apologie durant ses slides de toutes les chaînes d'exploitation un peu complexes, exploitation, affection, que ce soit pour un soft ou pour exploitation puis post-exploitation, arriver à faire des trucs un peu sympathiques et aussi avec des maillons interchangeables. Le contenu est assez dense, mais moi ce qui m'a vraiment le plus régalé, c'est la slide d'intro. C'était backzen, pas beaucoup de ressources, /, fait une payload, on l'envoie et on a un shell. Et maintenant où il y a 20 000 obfuscation, détection, contournement, choper les primitives d'exploitation avec toutes les mitigations qui ont été mis en place dans les 15 ou 30 dernières années suivant le domaine auquel on s'attaque, plus le nombre de layers de technologie, de complexité qui n'ont pas arrêté de s'ajouter finalement, qui font que maintenant on arrive à... Bon, on y arrive toujours, hein. Pendant encore un moment on y arrivera, je pense aussi, mais ça se complexifie. Ça devient plus exigeant en connaissance broad, genre vraiment avoir une grosse vue d'ensemble de ce qui se passe et savoir faire un deep dive sur le composant, alors qu'à l'époque, être bon et savoir péter un type de composant, c'était assez pour faire beaucoup de dégâts. Maintenant, ça s'est quand même pas mal complexifié et hétéréogénisé. Compliqué. Yes, Izik, le point slash d'install n'a pas marché, mais
Bon, en même temps, j'ai essayé sur une distro sans trop me prendre la tête. C'était pour voir si ça marche en poinçage, c'est good, mais sinon pas grave. Donc voilà, ça parle de bypass d'antivirus, ça parle d'évasion, ça parle de signing pour être whitelisté et passer sous les radars. Ça parle d'exploitation de drivers ou de certificats confités. Clairement, je vais pas tout le faire, enfin, je vais pas tout présenter, mais code signing, c'était pas ce qui m'intéressait le plus. Voilà, la partie complex chain où il donne vraiment des exemples de 3 ou 4 niveaux d'encapsulation en simultané pour arriver à faire passer des payloads intéressantes et assez destructrices dans des contextes qui de base semblent assez gentillets, quoi. Donc voilà, très chouette. Ce sera avec le reste dans la description. Et on a build notre container. Yes. Docker run JSON crack. On a des workers, ça n'a pas cassé. Et est-ce que ça marche? Ça marche, incroyable, GoToEditor. Et voilà, et ben, je pense que c'est quand même assez chouette d'avoir des gros JSON visualisés facilement, surtout quand on a des gros. On va voir si ça s'auto-toggle. Non. Qu'est-ce que ça nous permet de faire? Alors, clic, edit, faire de la modification de gros JSON, pourquoi pas? Choper des passes, pourquoi pas? Ce qui veut dire que cette chose-là, là, à supposer que dl vim, vim foo.json, on va tout paste, en x, en cat foo.json, pipe jq, on a notre JSON, très bien. Et donc là, est-ce qu'on peut choper des filtres directement via ça? Ok, du toggle, pourquoi pas, et root members power, est-ce que c'est le même format compatible? Notre racine c'est ça. C'est pas mal. C'est pas mal, ça va pas jusqu'au bout du bout. Ça nous donne tous les pouvoirs, mais est-ce que ça peut nous donner qu'un seul truc? Ouais, incroyable. Chouette. Pratique, faut voir s'il n'y a pas un Docker déjà présent, déjà build, ou toujours bien mieux de build les siens pour pas avoir de soucis de... Comment dire? Pas avoir de soucis d'image Docker Hub backdooré dans lequel on met nos JSON avec nos données, ce serait quand même embêtant. Peut-être mettre un peu de lumière quand même. Bam. Complicado. Good. Donc voilà, petit outil de visualisation assez sympa. Faudrait voir à quel point ça permet de faire des filtres sympas. Et yes, c'est payant, je ne savais pas. Ouais, du coup ça limite quand même grandement l'intérêt. Ça valait le coup de poker. That's life. Déjà la visualisation, peut-être que pour des articles, il y a moyen de faire... Allez, c'était pas voulu ça. Peut-être qu'il y a moyen de faire des exports un peu propres, faire des screenshots pour pouvoir montrer ce qu'on veut de manière assez didactique. Ça peut être nice. On enchaîne sur un article passé par les copains du travail. Adrien, thanks. Sur les virtual Kubernetes clusters. Ce qui fait que vous pouvez, vous, moi, pauvre que nous sommes, acheter ou utiliser ou configurer ou se louer un cluster Kubernetes, mais demander d'avoir un déploiement de plusieurs virtual clusters avec une petite surcouche ou plugin kubectl ou autre. Enfin, de toute façon, il y a pas mal de moyens d'installer des plugins différents dans l'architecture Kube. Et l'idée, c'est qu'avec ça, on peut avoir plusieurs clusters. Donc, on peut très bien se dire, c'est un début de boîte, on n'a pas de thunes, on prend un cluster et on va se faire notre int, notre staging dans le même, et dans le dernier on mettra juste production. Ça peut être envisageable, ça permet de réduire les coûts, ça permet de faire un petit peu de cloisonnement par équipe. Faut voir l'overhead, mais a priori ça avait l'air décent et la technologie est quand même assez éprouvée. Donc de toute façon ils le disent eux-mêmes. J'aime bien les technos qui font ça, qui disent pas on est incroyable et on fera tout bien comme il faut. Ils disent on est mieux pour ça, on est moins bien pour ça. Honest review, moi j'adhère. Donc bien sûr, hein, si vous voulez de l'isolation, vous faites de clusters. Si vous voulez un accès entier, vous faites de clusters séparés. Enfin, un accès vraiment super uni sur le cluster au sein d'un virtual cluster, ça ne marchera pas. Si vous voulez économiser de la thune, vous faites du vCluster. Si vous voulez faire... Enfin bref, ils se mettent quand même un peu au milieu entre les deux, mais... Ouais, j'avoue, ils se présentent quand même un petit peu en tant qu'on est mieux partout. Dommage. Mais bon, chouette quand même. Petit outil, combien de contributeurs? C'était pas marqué. Petit outil de Grimlockx qui permet d'automatiser l'exploitation de ADCS Killer.
enfin de ADCS en tout cas. C'est pas mal parce qu'il y a pas mal de techniques et de variantes qui commencent à exister. Donc s'ils font un tool qui automatise l'énumération, l'exploitation et que ça se fait mettre au hasard dans Exegol ou n'importe quel autre outil d'automatisation, une fois de plus, ça fait des modèles en plus, ça fait souvent des features qui finissent par se faire backporter dans CrackMap Exec et on y reviendra plus tard. Donc ça c'est chouette de voir ce genre d'outils. J'en profite vraiment s'il y en a qui cherchent à créer des petits projets, juste du tooling, par exemple Pentium, coucou si t'es là, faites du Python, prenez un prétexte n'importe lequel, un exploit, un truc qui existe déjà et essayez de le porter dans un langage que vous aimez, essayez de l'automatiser, de rendre l'outil plus joli, plus stable, que sais-je. Il y a plein de petits projets comme ça et plein de se mettre dans un énorme framework. On peut très bien juste reprendre publier un script et refaire la vie de quelques pentesters out there. Caméléon, merci Yanzax, collègue donc, qui m'a suggéré cet outil pour des opérations qui auraient pu venir, mais qui seront faites différemment, en particulier pour du phishing. L'idée de cet outil, c'est qu'on va pouvoir préparer un domaine de phishing et faire en sorte qu'il réponde à... qu'il se fasse envoyer dans certains outils d'analyse pour être catégorisé en tant que certains types de sites et donc whitelisté ou mis dans une catégorie spécifique par les différents antivirus, par les différents proxy, blockers, endpoint, threat detection, tout ça. Donc l'idée c'est qu'il y a moyen d'aller broadcaster son site en disant « Oh regardez, c'est vraiment un site bienveillant qui essaye de vendre des chaussures ». Et derrière, c'est un site d'achat, c'est trusté et ça se fait pas bloquer en tant que phishing. Ils disent qu'il faut quelques heures avant la catégorisation, pour la catégorisation peut-être, si vous faites du phishing, anticipez. Mettez un petit site qui est présent depuis plutôt quelques mois et si possible années, prenez deux domaines génériques. Vraiment anticipez. On enchaîne sur qri.org. Je sais plus si c'est un certain Bernstein qui m'aurait donné cet article ou quelqu'un d'autre, j'ai un doute, mais ça pourrait. Incroyable article. Non-Ordinary States of Consciousness Contest, aka psychédélique cryptographie. Je vais revenir sur la méthodologie après, mais il faut voir ça de la manière suivante. C'est de la crypto, c'est pas du forensique, c'est de la crypto. Sauf que on va vous donner une image, un son, une vidéo, et la clé de déchiffrement, c'est votre cerveau qui va voir. Enfin, votre cerveau, c'est le petit qui va être déchiffré, on va dire. La vidéo ou l'image, ce sera la donnée, bien évidemment, et le rendu final, l'outil, la clé de déchiffrement, c'est les drogues que le jury a ingesté, a ingéré, du coup, ingest. Ce que ça veut dire, c'est que ils ont créé des médias audio, vidéo, images, de manière à ce que vu sobre, ça ne représente rien, mais à ce que vu drogué sous un dosage spécifique, moyennant une marge d'erreur, on est tous différents, on déchiffre, le cerveau déchiffre avec la clé. Pouah, c'est incroyable. Concrètement, ça ressemble à des choses comme ça joue beaucoup avec la persistance rétinienne, ça joue avec la dégradation des couleurs, ça joue avec la dégradation des sons, et bien sûr, il y a des artistes, il y a titre, description, et il y a la manière utilisée pour chiffrer. Et ça, c'est incroyable de se dire qu'il y a des gens qui ont dit il faut telle substance dans telle quantité. Je ne dirai pas les mots parce que le sous-titrage, voilà. On va se faire striker encore. Ce serait une première, mais ce serait un strike quand même. Et du coup, voilà, ça permet de faire de la crypto et de voir des vraies images apparaître en voyant ça. Donc, nous n'encourageons pas la consommation de quoi que ce soit. De l'eau, buvez de l'eau. Mais si quelqu'un essaye, venez nous dire, ça peut être super drôle. Moi, je serais curieux de savoir, d'avoir un petit retour sur expérience. Et là où les premières étaient très trippy, celui-là a un vrai motif, c'est pas juste... C'est abstrait, mais on peut imaginer un trône, une porte, quelque chose, et arriver à faire émerger d'autres symboles dans ce genre d'image en anticipant l'effet biologique qu'aura la drogue sur votre cerveau. Merde, je l'ai dit, strike, dommage. En anticipant l'effet que ça aura sur le cerveau, je trouve ça trop cool. Je trouve ça, c'est du génie.
Ensuite, article qui nous vient des collègues de travail et copains de la Pulse, donc équipe des gens qui prennent le pouls de la boîte et qui font en sorte que tout aille bien. Et ils m'ont recommandé de la lecture saine, que je vous recommande également. The 12 Factor Application. C'est une petite bible en 12 points principaux qui permet de savoir, qui donne des grosses guidelines assez smart sur comment faire un système un peu fault resilient, loggable, qui va scale facilement. Voilà, McDostone classique, je connaissais pas. Génial. Concrètement, ça explique que une seule code base, donc bien sûr à chaque fois il y a le détail quand vous cliquez sur les différents onglets et c'est traduit dans plein de langues et c'est top. Mais le gros long story short pour Endo, c'est cadeau. Code base, avoir une seule code base et avoir du version tracking et ne pas avoir plein de branches pour un env, ce serait juste pas utiliser les choses comme il faut. Et bien sûr pouvoir déployer plusieurs fois avec des paramètres différents cette unique code base. Les dépendances, essayer de faire en sorte que toutes les dépendances soient vues en tant que isolées. Ce qu'ils entendent par là est surtout explicite. On va jamais lancer un programme en se disant on espère qu'il y a curl sur le système ou on espère qu'il y a telle dépendance. Essayer de les déclarer, essayer d'automatiser l'installation avec un process standardisé, essayer de faire en sorte que peu importe l'environnement, ça /run. Voir les configs en tant qu'un asset externe. C'est con à dire, mais je trouve ça, il faut le dire, il faut l'expliciter, c'est génial. Se dire que plutôt que d'hardcoder des bouts de domaine qui vont être faits en fonction de l'env et changer, on a juste un gros fichier YAML à côté avec la configuration, voire du templating dedans. Templating, j'entends match and replace, pas templating qui fait des os.popen. Et une fois qu'on a ça, juste faire en sorte qu'à chaque démarrage d'application, le fichier de conf se fasse bouffer et que ça déclare où seront utilisées les dépenses externes. On parle d'une API upstream, on parle d'une conf nginx, on parle d'un nom de bucket, on parle de secrets des fois qui peuvent être populated dans l'YAML, pas hardcodés bien entendu, et bien plus. Le fonctionnement est génial. Endo, je te vois marquer c'est la base dans le chat. Ça me fait plaisir de savoir que tu appliques tous ces principes dans le tooling que tu vas nous faire. Backing services, faire en sorte que tout soit, que tout soit vu en tant que pareil que bout de configuration externe. Faut voir tout ce qu'on va utiliser en termes de service comme une ressource externe, un call externe, qui doit à chaque fois avoir une définition de quel credentials, quel domaine, quel pass, etc. On voit dans le même genre appliqué à la CLI. Merci McDostone, on va faire un tour dessus après. On va se le mettre là. Voilà, build, release, run. Bien séparer, cloisonner les process. Bien sûr, on n'a pas envie d'avoir un bout de debug qui se retrouve en prod. On n'a pas envie d'avoir du build qui se fait au runtime. Sauf dans certains cas particuliers, j'ai envie de dire. On est censé faire build et run. À moins de build très souvent, moi je mettrais bien dans les phases de run le fait que un outil démarre et va pull les latest parce que c'est un navigateur headless et qu'on aimerait bien qu'il ait la latest toujours s'il est exposé. Mais outre quelques cas particuliers, le schéma dit tout, on fait du code, on le build, on le compile, on le CNI, on le nettoie, on enlève tout ce qu'il faut, on passe la config à côté, on crée une release, on package tout ça en date, en chiffres, on authentifie, on signe et zou. Et ensuite ça part en prod. Privilégier le process. Juste faire en sorte que tout soit un one-shot, qu'il n'y ait pas différents composants, que tout soit un peu self-contained et puisse scaler, non pas avec beaucoup de threading, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'en faire, mais qui veut vraiment dire que tout doit être self-contained et on doit pouvoir, en doublant le nombre de process avec une configuration différente, donc avec un deuxième YAML par exemple, pouvoir doubler la puissance de traitement. Donc c'est-à-dire pas trop de parallèle, comment dire. Ça veut dire ne pas trop interconnecter les workers, vraiment faire en sorte que tout soit indépendant. Système de port bindings qui dit que tout échange de données, tout service proposé doit être fait via un port exposé et tout service consommé doit se faire via un bind à une ressource externe. J'aime bien à un détail près. C'est super cool ça pour le côté dev, mais dans un monde où tout est socket, tout peut parler avec tout.
Alors que si on fait les choses un peu différemment, tout peut être socket Unix avec un protocole de chiffrement ou un protocole d'authentification à minima. Et là, c'est plus la moindre SSRF qui va faire exploser votre application. Parce qu'il n'y aura rien exposé. Tout sera quand même sur un file system partagé avec des sockets pour échanger. Ça déplace un peu le problème. Est-ce que si on faisait ça, on verrait voir avec le temps de plus en plus de SSRF vers Unix socket? Faut voir. Il y en a déjà quelques-unes. Je sais que par exemple sur du Engine, qui est certaines versions où en envoyant une URL avec un pass très long et à la fin un Unix 2.2/, on peut taper une socket Unix via un get sur du TCP, mais ils sont pas légion ces bugs là, ils sont assez beaux. Soit-il, à mon sens, moins c'est exposé sur le réseau, mieux c'est pour la sécurité. Mais il y a vraiment un trade-off où là, le fait d'exposer ça, c'est quand même vachement plus flexible pour du développement à grande échelle. Gestion de concurrence, ils disent vraiment process, faites des process. Si vous avez besoin, vous pourrez mettre plus de process sur une machine, vous pourrez mettre plusieurs containers sur une machine, vous pourrez mettre plusieurs machines en parallèle. Process. Bélègue du reste. Et ça se tient. Mais ils disent quand même, une fois de plus, que on a le droit de faire du internal multiplexing, multithreading, tant que c'est plusieurs threads pour gérer une requête, mais qu'à chaque fois on reste au sein d'un process un peu streamliné. Good, pas de problème. Share Nothing, c'est un processus de droite. C'était du troll, ne réagissez pas, je suis pas politique. La disposability. Le fait qu'on doit essayer de faire des trucs robustes, que si un process crash, les signaux de SIGTERM, de SIGWINCH, de SIGINT doivent être utilisés pour rollback la dernière transaction et la remettre en DB. Ou en tout cas, avoir un système où je suis un worker, je démarre. Je vais prendre ma tâche de travail, dire que j'ai commencé à travailler dessus. Pas dire juste j'enlève de la queue, dire j'ai commencé à travailler dessus, je m'en occupe. Que ce soit noté. Commencer à faire le travail, et si l'appli die parce que le serveur prend la foudre, c'est pas grave. Il y a au bout d'un certain temps la tâche qui repasse en disponible, un autre worker qui la prend, pas de perte de données, vu qu'à aucun moment, vu que ça crash, on a dit j'ai terminé le travail, c'est-à-dire qu'aucun changement n'a été commit si les transactions sont bien faites, et donc qu'il n'y a pas de perte de données, pas de perte de plein de choses. Petite suggestion d'amélioration tout de même, bien sûr il y a des prérequis, il y a des besoins qui font qu'on peut être un peu bloqué, mais il suggère du RabbitMQ, j'ai pas regardé le protocole, il suggère du beanstalkd. Beanstalkd, c'est ce qu'il y avait dans Guacamole, donc j'avais déjà pu faire un peu de recherche dessus. C'est du protocole textuel. C'est pas grave, mais c'est pas ouf. Parce que du protocole textuel, outre le côté pas ultra rapide, ça au ZEF, il y a le côté, si j'arrive via un échange réseau à le taper, texte avec texte, il y a très facilement moyen, même avec des SSRF assez restreintes, d'envoyer les bytes nécessaires. On pensera à Zimbra avec les désynchronisations sur leur DS en interne en plain text. On pensera aux mêmes caches qui peuvent se faire exploiter via de la SSRF en PHP. On pensera à du MySQL. Tant qu'il n'y a pas trop d'unshake, à une SSRF de loopback à loopback, ça suffit pour, via du HTTP, envoyer du MySQL valide. Il faut vraiment bien nuancer le fait que tant qu'on parle texte à texte, il y a de l'overlap entre plusieurs protocoles et on peut se débrouiller pour aller tacler l'un avec l'autre. Donc s'il y a des équivalents de toutes ces queues de traitement ou gestion de job en binaire, please do. Genre un proto-buff mais qui soit push dans une queue via du gRPC ou via du HTTP 2, 3, que sais-je. Éviter le vrai full text, quoi. C'est embêtant sinon. Ou à la rigueur, du full text mais avec des checksums dans un format chiant. Quelque chose comme ça. Une fois de plus, les systèmes seront jamais sécures, le tout c'est de les rendre assez chiants à exploiter pour que personne ne veuille y toucher. Sauf des fous comme nous sur certains systèmes exotiques. Dev prod parity, comment je pourrais dire ça, la prod de la branche de dev ne divergera point. Faut qu'il y ait des flags différents, faut qu'il y ait des configs différents, faut pas qu'il y ait deux versions avec oui mais là on a un serveur de dev et de test et là on a un serveur de prod. Il peut y avoir un flag à changer, mais idéalement, il faudrait que ce soit le même serveur dans les deux cas, juste dans une configuration slightly different. Parce que sinon, on fait un test en prod, on fait auditer notre prod
super, notre prod, elle est trop sécure. Mais bien sûr, on a notre serveur de dev avec un accès pas assez restreint sur Internet, on se fait péter le dev, il chope des credentials par défaut ou des conneries, et on les rejoint en prod, et c'est perdu. Donc, les deux ISO, les deux sécurisés de la même manière. Pareil, si vous faites tester une pré-prod pour ne pas avoir d'impact sur une prod critique, si les deux ne sont pas ISO, ça vous donne aucun indice sur la sécurité de la prod. Genre, ça n'a pas de sens. Faut vraiment les avoir ISO, le plus possible. Voire avoir pré-prod, prod et prod 2, quoi, pour faire vos tests sur une prod, qui soit pas un truc de dev ou de test ou de debug, mais avec moins d'impact si tout pète. Bon, ça on s'en fout, il y a pas mal de raisons. Il donne des exemples de ce qui peut être utilisé pour ce genre d'architecture, which is nice. Pas mal d'outillage. Donc voilà, on va essayer de garder les stacks similaires du début du développement jusqu'à la mise en production. Gestion des logs. Les logs doivent être un event stream et juste blastés sur stdout. C'est con à dire. C'est difficile à faire avec certains outils parce qu'on fait pas mal de prints dans notre code dans lequel il y a déjà des loggers, dans lequel il y a des libs qui utilisent d'autres loggers, donc c'est assez souvent a mess. Mais le fait d'avoir, quand un système va en production, de juste blaster des belles lignes de JSON propres sur stdout fait qu'on peut, dès que ça passe dans un environnement un peu plus sérieux, donc avec, je sais pas, du Nomad, du Kubernetes, avec n'importe quelle solution un peu sympathique, DevOps, HashiCorp ou autre, on finit par avoir des outils qui vont encapsuler tout ça, même du Docker Swarm, qui va manger tous les stdout des containers qui eux-mêmes contiennent les process, et en blastant tout ça sur Splunk, Datadog, Elasticsearch, ELK, ce que vous voulez, ça marche. On met un coup d'adaptateur, on met un coup de parsing JSON, on indexe et zou. Donc c'est vraiment sympa de se dire que c'est un problème, les logs, qui lorsqu'on développe l'applicatif et non pas l'infrastructure, ne doit pas être un problème, ne devrait pas être un problème. Pas de log file, pas de storage, rien, juste on blast sur stdout et c'est ce qui va encapsuler l'outil qui fait le travail qui devra s'en accommoder. Parce qu'il y aura juste stdout ou stdout et R à récupérer. Ils disent quand même du unbuffered, petit bémol, ça dépend des aspects de perf que vous devez faire. Unbuffered c'est très bien parce que si votre système crash, vous savez que vous avez tous les logs et qu'il n'y en a pas 2-3 qui sont morts en même temps que la machine, à savoir souvent les derniers, donc ceux qui ont provoqué le crash, donc les plus intéressants. Donc c'est bien s'ils viennent chez nous, dans le log. Mais il y a quand même des fois de l'impact de perf entre faire un syscall tous les 10, 20, 30 lignes et un syscall chaque ligne pour faire un changement de contexte kernel et faire un affichage de texte. C'est compliqué. Je dis pas que ça vaut pas le coup, mais c'est un vrai trade-off à prendre en compte. Alors du coup ça c'est le lien passé par McDostone sur l'équivalent du 12 Factor App. Est-ce que je l'avais fini? Est-ce que je suis un animal? Admin process, j'avais pas terminé, sorry. Alors le admin process c'est sympa aussi, ça dit que les étapes d'administration, genre migration, genre changement, genre grosse query manuelle parce qu'une application classique ferait des timeouts, doit se faire via le même container qui permet de faire tourner la prod, mais avec un outil autre intégré. Du bon et du moins bon à prendre. Une fois de plus, j'ai pas la vérité, c'est un avis subjectif, mais à mon sens, oui, il faudrait que le container soit identique à la prod. Ce qui veut pas dire que tous les outils d'administration doivent être dans le conteneur de prod. Ce que je veux dire par là, c'est que il faudrait build la prod aussi légère, minimaliste, le moins de bordel possible, distroless et j'en passe. Et tous les outils d'administration qui contiennent des fois, je sais pas, des erreurs de credentials hardcodés, des erreurs on montre un peu comment on fait, ou les endpoints qu'on utilise en interne qui devraient être secrets ou qui sont mal sécurisés. Comme d'hab, on ne devrait pas faire de la sécu par l'obscurité, mais la défense en profondeur, c'est quand même chouette. Fait que moins on met de choses dans l'image de production, mieux c'est pour la sécurité. Donc, peut-être prévoir l'image qui va tourner en prod et un job supplémentaire qui va créer l'image d'administration qui, elle, va pouvoir partir faire un from image de prod, ajoute le layer avec les outils d'administration, met là dans un registre privé et derrière, quand on a des tâches d'administration à faire, un petit clic de bouton de GitLab CI qui va déployer l'appli, la mettre à côté des autres pour pouvoir accéder au même réseau, aux mêmes requêtes pour pouvoir query des DB, des choses comme ça, mais qui va lui pouvoir vivre
plus longtemps que juste un pod qui pourrait se faire RM si c'est du cloud, comment dire, je pense au AWS Fargate ou en tout cas au free tier qui peut se faire sauter à n'importe quel moment. Là, si on a besoin de faire des grandes migrations, on démarre un vrai truc, on le place dans le même cluster ou dans le même écosystème, on run et zou. Et bien sûr, idéalement avec un petit système de bastion ou de zéro trust. Coucou Endo, à bientôt pour un prochain stream. Je t'annonce. Je te mets un peu en avant, comme ça tu seras plus embêté pour refuser. Alors, l'équivalent pour la command line interface via McDostone. Qu'est-ce que ça nous dit? Différents auteurs, ok. Open source guide to help you write better command line programs, traditionnel Unix principle, et les mettre à jour pour le monde moderne. Top. Il y a un Discord, il y a des trucs de design, il y a technical, des contributeurs Aurélie. Excellent. Et donc, human first, simple part, consistency, seeing just enough. Ok, on peut regarder un petit peu. Ah ouais, c'est Slivit aussi, c'est top. Je pense pas qu'on lise tout là maintenant, mais je regarde un peu ce que ça donne moi pour les premiers. Unix command était écrit pour faire des assumer le fait que c'est toujours très dur de l'anglais en live. Assumption to be primarily. Ok, les programmes étaient faits de manière à être utilisés un peu comme des fonctions ou des petits helpers, parce qu'ils seraient utilisés par d'autres programmes, mais pas tant par des humains. Parce que de base, la CLI, ça faisait pas trop kiffer les gens, mais vu qu'on est des hipsters à capuche, on adore ça. Maintenant, plein de CLI sont utilisés primarily, voire exclusively, par des humains, parce qu'il y a de plus en plus d'interactions avec le design de celle-ci. En tout cas, c'est devenu manuel. Donc, il faut virer les pratiques anciennes de faire des choses un peu concises, parsables facilement, et faire du human first. C'est un peu comme le changement de philosophie qu'il y a eu entre le web browser first et le web mobile first, avec Bootstrap et tout. Genre vraiment, il y a des moments, il y a des déclics et... Bon, en vrai, on va pas tout lire là. Discovery. Alors, rien. Empathie, excellent ça. Est-ce qu'ils ont care? Empathie. Command Line Tools sont les toolkits de créativité des programmeurs, donc ils devraient être plaisants à utiliser. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent être transformés en jeu vidéo, fair enough, ou utiliser plein d'emojis. Ah, ça peut être pas mal. Ça veut dire qu'il faut donner l'impression aux développeurs ou à l'utilisateur qu'on est de leur côté en créant la CLI. Et donc, il faut faire avec beaucoup d'attention à leurs problèmes et à la manière de les résoudre. En même temps, qu'on aime les humains ou pas, quand on fait un code, c'est pour que ce soit utilisé et que ça résout des problèmes et que ce soit pas trop relou à utiliser. Et bien sûr, il n'y a pas de liste pour avoir une cheat sheet de comment faire ça bien. Ouais, pour l'instant, je suis un peu mitigé. Philosophie, ok, il faudra voir la guideline, mais... Cobra... Après, il donne des parseurs, ça peut être sympa. Arcparse, click sympa. Typer, oui. Arcparse, quasiment standalone. Ilou Docopt. Chris. Bon, c'est bien, par contre, vraiment clairement donner plus d'exemples dans les command line. Un must-have. Alors, c'est un peu long à lire, mais c'est très complet pour faire des CLI qui ont une bonne UX. Eh ben, écoute, je le rajoute dans la liste qui sera donnée dans la description. Je le lirai aussi. Ça a l'air chouette. Petit utilitaire, suite à ça, utile.unicode.org. Unicode.org, on se dit que c'est censé être légitime, genre un site de good guy. Et ça l'est, I guess. Oui, ça l'est, c'est le site legit Unicode, mais il y a une partie qui permet de trouver tous les confusables. Donc vous mettez le nom de la boîte que vous voulez attaquer. Au hasard, vous voulez attaquer Synclove-Share, parce qu'on n'est pas des méchants, on n'attaque pas les autres. Et bam, ça donne toutes les lettres similaires pour faire un Synclove-Share qui ne soit pas Synclove-Share. Je pense qu'on peut essayer de s'amuser à faire un truc comme ça. DLL, touch, readme, là. Readme, code la readme. Nice. Et donc,
J'aimerais bien choper ligne par ligne cette chose-là. Est-ce que si je CTRL FH, voilà, ça nous trouve le premier, mais pas le deuxième. Donc je pense qu'on peut gruger, je veux dire qu'on prend tous les latins, on prend tous les débuts de ligne, on prend deux lignes plus haut, on prend le premier caractère après, et on tège les new lines. Et c'est pas parfait, mais ça doit dépendre de la fonte aussi, mais avec ça on a quand même un équivalent cyclopshare.com. Bien sûr ça ne résoudra pas, mais l'idée c'est que si vous n'êtes pas sous Chrome, qui lui montre l'encodage des caractères chinois, russes, UTF-8 de manière générale comme ça, mais de mémoire Firefox, lui, est un peu plus paisible avec ça. Alors cyclopshare.com. Non, ils ont changé aussi. Fut un temps, ils les encodaient pas encore, maintenant oui. C'est une bonne chose parce qu'il y a pas mal de chars où, à défaut de pouvoir savoir ce qu'il y a dedans, c'est bien de pas. Enfin, à l'époque, genre entre google.com et google.com, il n'y avait pas moyen de faire la diff. Maintenant, si vous voyez ça, clairement. Mais sur des vieux browsers, il y a quand même encore moyen de faire des hostnames très très confusants, quoi. Donc, à utiliser dans les bons cas, mais ça a perdu de sa valeur. Il y a un autre cas quand même où c'est super utile, c'est caractères similaires. C'est quand vous tombez sur des libs qui font de la normalisation de caractères. Si localhost est bloqué par le firewall que vous attaquez, ben Lucky lit localhost comme ça avec des caractères dégueux ne sera pas bloqué. Et suivant les libs, il y en a qui vont faire de la normalisation, qui vont se dire tiens, c'est un hash un peu éclaté mais c'est un hash, je vais le dot replace par un vrai hash. Donc le firewall voit de l'UTF-8, il se dit YOLO. L'application voit l'UTF-8, elle se dit ah attention c'est dangereux, je vais le nettoyer. Elle le nettoie en localhost, bam, game over. En SSRF ou en SSTI et j'en passe. On enchaîne sur un hack de brosse à dents connectée. Pourquoi? Pour aucune raison. Je pense que je me suis fait target par les pubs. Je suis passé sur une brosse à dents électrique il y a pas longtemps parce que voilà, c'est ça de devenir adulte, il paraît. Et ou pas, mais toujours est-il que moi j'ai fait ça et on m'a recommandé cet article et lecture marrante, un mec qui s'amuse à over-reverse engineer sa brosse à dents électrique à base de tag NFC pour voir un peu comment sont gérées l'estimation de durée de vie des caps de remplacement de la tête de brosse à dents. On voit qu'il y a un truc qui ressemble à une petite ferrite qui n'est autre qu'un NFC tag, qu'il va lire, qu'il va modifier. Et ensuite, il va aller un peu plus loin, parce qu'il parle de tous les secteurs, ce qu'ils représentent, les autres chercheurs qui ont pu faire un peu de reverse et dire ce qui se passe à l'intérieur. Et avec ces informations, il décode, il essaye de forger, il prend son HackRF pour essayer de voir vraiment comment la brosse à dents va aller parler à la tête de brosse à dents. Pourquoi est-ce qu'on est dans un monde où les gens peuvent pas se dire je change ma tête de brosse à dents toutes les 2 semaines, tous les mois, peu importe à quel point ils se brossent les dents de manière agressive. Mettez des timers, il n'y a pas besoin d'avoir ça, putain. Mais bref, toujours est-il, il l'a fait. Le petit GQRX que vous reconnaîtrez pour ceux qui ont fait un peu de radiofréquence ou de challenge RouteMe à l'arrache, qui permet d'analyser ce qui se passe, récupérer les signaux. Il a fait des petites conversions pour avoir des graphes. Et donc on voit que notre source, plus un low pass, plus complexe to float, pourquoi pas, on arrive à avoir... Je sais pas pourquoi c'est un wave. Ah oui, si, c'est le wave qui ensuite va être décodé. Il chope le wave, il se débrouille pour récupérer le signal. Est-ce que ça casse tout si je fais ça? Non, c'est bien fait. Il récupère le signal, il récupère les bytes d'informations, et là on voit un petit peu plus ce qui se passe sur l'échange. Qu'est-ce qu'il va écrire, où et quoi. Et donc il voit un peu qu'il y a des timers qui sont mal utilisés, donc il y a sûrement des... En l'occurrence c'est un timer qui hang, mais ça aurait été marrant de sortir un buffer overflow sur une brosse à dents. Ça m'aurait fait plaisir en vrai. Je trouve ça chouette. Il y a... voilà, c'est... Bon, il parle un peu du système de 2 fois 2 minutes pour le temps de brossage de dents. Il parle du système de mot de passe qui est envoyé en clair sur le réseau, donc il a pu rejouer. Et il explique aussi que ça nécessite quand même pas mal de moyens pour pouvoir enregistrer le signal, le décoder, extraire le mot de passe pour aller ensuite réécrire et soit augmenter, soit diminuer la longévité d'une brosse à dents. Et au passage, vu qu'il a fait des mots de passe faux au début, il sait DOS.
Donc on a un hack de brosse à dents, on a des hard-coded credentials in brosse à dents, on a une brosse à DOS. Une brosse à DOS, c'est génial. J'adore les articles comme ça. Donc voilà, une petite pépite. Et on enchaîne sur un article du poteau Worthy, qui a fait ça il y a 2 mois, donc j'ai menti, c'est un peu plus que août. Où c'est un write-up de CRLF, donc Carriage Return et Line Feed. Donc littéralement nouvelle line et ligne et retour à la ligne dans libcurl. Il le dit très bien, il paye the credit. Il dit que cette faille existe depuis des années, que ce n'est pas son travail, que c'est juste publier ce qui existait déjà pour que ça puisse servir au plus grand nombre. Grand seigneur, trop bien. Et il explique que ça permet de, lorsqu'il y a ce type de pattern de code, donc du input reflété dans des headers passé à un curl, et Dieu sait qu'il y en a en PHP, on peut avoir de l'injection de retour à la ligne. Parce qu'il n'y a pas de sanitize qui est fait à ce niveau-là. Pourquoi est-ce que curl le fait pas? Je sais pas. Globalement, PHP, quand on fait un header fou bar, comme ça, il sanitize. Là, si on se met à mettre des backslash R, des backslash N, des 0 A, des %0 A, et ou même des vrais retours à la ligne comme ça, avec un petit backtick, c'est quand même bien fait. Genre, c'est quand même du genre à ne pas mettre des new lines dans les requêtes. En tout cas, maintenant, c'est le cas. À l'époque, je dis pas, mais... Et donc, il dit que curl ne respecte toujours pas ça, ce qui fait qu'on peut faire passer des choses dessous, injecter des headers, injecter du contenu, faire du gopher, faire ce que vous voulez avec n'importe quel protocole. Si vous voulez vous entraîner, il y a les sources du challenge de mémoire, avec les images. Le write-up. C'est pas vraiment un challenge. De toute façon, il y a le code source PHP. Vous mettez juste une version quelconque. Ça devrait encore être vu. Mais s'il patch un jour, ce serait intéressant à savoir. Donc voilà, là, c'est un petit chal où en allant injecter le bon header au bon endroit, on avait le flag qui apparaissait. Donc très chouette. Petit tricks à connaître et à repasser, vraiment. On enchaîne sur du SafeNPM par socket.dev. Alors, je sais pas que c'est une solution miracle aux dependency confusion, parce que clairement il y aura toujours des trucs à faire, il y aura toujours des horreurs, et en soi c'est jamais qu'un transfert de trust. Si vous avez peur des dependency confusion, parce que vous savez que vous avez plein de repos éclatés, faites en sorte que tous vos devs utilisent SafeNPM, qui va, lorsque vous faites, donc c'est juste un alias une fois installé, qui, lorsque vous faites votre npm ou yard install, va hooker, vérifier que la lib en face, elle est un peu trustée, que c'est pas une typo d'un nom commun, qu'elle existe depuis plus d'un certain temps. Il donne toute une liste de cas... Plus bas... Voilà, il donne toute une liste de cas de checks qui sont faits sur la télémétrie, sur la qualité, sur la validité des packages, sur le... Et en vrai, ils font tout ce qu'ils peuvent pour que ça se passe bien. Et de ce que j'ai compris, ils vont essayer de faire des safe insérer votre package manager préféré d'une autre techno. Donc c'est super chouette si on peut faire en sorte que tout le monde utilise ce genre de techno qui essaye de nous protéger. Mais comme dit au début, c'est un transfert de confiance ou un transfert de risque. Là où on avait peur avant de se prendre une dependency confusion, peur de pas avoir la bonne configuration des URL, peur de juste faire une typo. Ben là, on fait confiance à yet another tool qui peut se rater en implémentant ça, qui est en la possession d'une entreprise qui n'est pas nous. Donc si le jour où ils veulent faire en sorte que le produit devienne payant, bah, si on est ancré dans l'écosystème, c'est une galère. Comme d'hab, c'est chouette, faut voir à quel point c'est open source, pardon. Et à quel point c'est avec des licences qui font que ça le restera toujours. Je sais pas, GitHub peut-être. Support pip poetry socket for GitHub. Alors ils ont déjà une intégration dans les GitHub Actions pour automatiser l'utilisation de leur pip yarn npm un peu sécurisé. Donc il y a quand même vraiment de l'idée pour faire les choses bien. Après, une boîte qui configure bien ses repos et qui a tout en namespace interne, je veux dire, c'est un peu plus compliqué de configurer le fait d'utiliser que les bonnes confs et que des repos internes que le fait de setup ça pour que ce soit utilisé sur tous les workers plus chez tous les développeurs. Il y a un trade-off. Peut-être que ça, c'est un peu plus
mieux stable et protégeant sur la durée, protecteur sur la durée. Mais il y a quand même le trade-off qui est que on signe pour une boîte, on signe pour un third part, one more. Mais bon, l'idée, le concept est chouette, et ils expliquent un autre truc qui m'a régalé. C'est la partie uninstall. Alors, CTRL F, ideal tree. Yes. Attendez, pourquoi est-ce qu'un npm uninstall pourrait installer de nouveaux packages? Parce que quand on tège un paquet... Alors moi j'avais quand même une première idée, c'était si je fais un uninstall, peut-être qu'il y aura des actions de nettoyage faites sur le package, genre enfin comme un make uninstall qui en soi fait jamais que plus de code qui va s'exécuter. Pour moi il peut y avoir un hook pour que l'outil désinstallé s'en rende compte et dise hey, dites-nous pourquoi vous désinstallez. Donc ça, ce serait une utilisation légitime. En l'occurrence, ce qu'ils expliquent, c'est même pas ça, c'est un cas un peu différent, où quand on va désinstaller un package, vu qu'on change les contraintes appliquées sur les versions des dépendances et sous-dépendances, et bah forcément, on va pouvoir bumper certaines versions, ou ne pas avoir une version aussi récente qu'avant parce qu'il y a un requirement en moins et que la récente était vue en tant que moins stable. Bref, il parle du concept de ideal tree qui est l'ellipse souhaitée dans le jour d'installation, et là si on fait juste un uninstall, ça peut réorganiser assez pour virer des packages et en réinstaller d'autres. Ce qui peut être du coup très dommage quand on veut enlever une backdoor. Mais de toute façon, cette backdoorée, c'est pas un install qui va changer grand chose. Whatever. Mais bon, se faire RCE parce qu'on essaye de désinstaller une lib qu'on pense être pas la bonne, et là d'un coup, paf, ça exploite un vrai dependency confusion, ce serait quand même ça. C'est un peu rageant. On enchaîne sur GoSecure. Donc moi je les connais parce qu'ils avaient fait enfin je les connais de nom parce qu'ils avaient fait des super articles à l'époque, ainsi que des labs sur l'exploitation de SSRF, en particulier des exemples de fous tordus avec du Java où on faisait un jar qui pointe sur un HTTP, qui va chercher quand même un jar, qui avec un point d'exclamation va piocher dans le jar pour forcer à décompresser le jar qui n'est autre qu'un zip sur le file system dans un répertoire temporaire, mais qui avec un slow upload ou slow loris, donc on garde la socket ouverte et on envoie juste un byte de temps en temps, bah, tant qu'on envoie du contenu, ça continue à décompresser. Donc on finit par avoir un système de file write avec juste une SSRF sur un contenu complètement contrôlé, des noms de fichiers contrôlés, juste un pass qui l'est pas totalement. Donc c'est assez... Ils ont des chercheurs qui ont écrit des trucs géniaux. Donc je regarde un peu ce qui se passe. Et celle-là est une petite dinguerie. Ils ont commencé les recherches, ils avaient un WAF sur AWS qui voulait taper une SQL injection derrière. Ok, ils ont creusé, ils ont fait des recherches. Vraiment, je vais le sum up parce qu'il est assez long. Mais tout vient de Jean-Michel Pentester qui fait un select A, select B et qui se dit tiens, ça marche, j'ai pas mis de point virgule. Quoi ? C'est optionnel, on est en JS, qu'est-ce qui se passe? Ils cherchent un peu plus, ils continuent à faire des selects et ils se rendent compte que non, vraiment, ça fait plusieurs selects, ça fait un batch, ça fait plusieurs parties d'un batch, il se passe des choses. Très bien. Ils ont essayé plein de statements, plein de syntaxe, un peu de fuzzing pour voir ce qui se passait. Et ils se sont rendus compte que... J'espère que vous n'avez pas le son, il y a pas encore du bruit dehors. Que bien que la doc dise le point virgule c'est les fins de query, c'est les fins de ligne, c'est les fins de requête. En vrai pas tant. En vrai ça passe. Il y a toujours moyen de se débrouiller et il y a le parsing des requêtes sur MS SQL en particulier qui permet, malgré ce que dit la doc, de mettre select toto espace select tata et on aura toto tata. Ce qui fait que les stacked queries qui étaient super durs à taper dans certains cas deviennent triviales, ce qui fait que certains softs qui bloquaient ou qui se fiaient au point virgule pour splitter les requêtes deviennent vulnes, et il suffisait en fait de pas faire attaque 1, point virgule, attaque 2, mais attaque 1, attaque 2. Des fois on va chercher trop loin, ça me fait vraiment personnellement penser au bug qu'il y avait sur les actuators gateway où tout le monde utilisait 4 requêtes pour trigger une SSRF à chaque fois, alors qu'en fait il y avait une SSTI triviale qui faisait une RCE dedans. Juste des fois on regarde pas au bon endroit et voilà. Suite à ça, Microsoft a fait une Microsoft, c'est-à-dire qu'on leur a dit
les points-virgules c'est de l'eau. Ils ont dit la sécurité c'est de l'eau. Et c'était pas une faille. Donc la petite timeline finale est très sympathique. Ça permet de popper l'échelle, tout ça. Bon, il y a les bons privilèges comme d'hab. Et voilà, Microsoft a dit ouais, feature it is. Et AWS a dit ok, on va mettre des règles dans le WAF pour corriger leurs features. Désolé. Classique, la guéguerre. Et bonjour Niwa Game, bienvenue. On enchaîne le GoSecure sur un autre petit outil que je voulais poker, que j'ai pas encore fait, et je pense que c'est aussi mon cher Bernstein qui nous a proposé ça. Alors on va faire un petit Cargo Install Spacer, parce que j'ai déjà Cargo, le tout chopé via ASDF et Rust bien sûr. Et l'idée c'est que on peut prendre un outil qui va faire plein de choses un peu lentes, et lui dire tous les un certain temps, paf paf paf, tu me remets un petit indicateur pour dire il s'est passé tant de temps. Ça va auto permettre de voir si notre serveur a planté ou s'il marche comme escompté. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? On va aller dans mes téléchargements parce qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant. On va faire Python- faire ça. On va se mettre dans un Tmux aussi. On va dire Python-m http.serveur un peu plus gros port 8000. Ok, et là on va dire curl 127.0.0.1 en 8000 / random. Hop. Et on a bien du random qui n'existe pas, donc on va plutôt faire un truc comme ça. Et on va l'appeler même curly. Hop. Donc là on voit qu'on a notre serveur en haut, mais des fois, croyez-moi, ça m'est arrivé un certain nombre de fois, que ce soit des serveurs Python ou PHP, on finit quand on les fuzz par les freeze, par les crash et ils répondent plus. Donc ça peut être très sympa de savoir si les requêtes que j'envoie elles sont encore envoyées, ou si mon réseau est claqué, ou si juste le serveur est claqué. Maintenant que c'est installé, on a dit qu'on va pouvoir faire juste notre tool pipe spacer. Et peut-être qu'avant on va quand même faire un petit spacer-h pour l'aide. Donc on a soit tous les n secondes, soit quel caractère utilisé en tant que délimiteur, quel padding utilisé entre les lignes. Donc si on veut espacer un peu plus, pas avoir de couleur, forcer la couleur, et voilà. Donc en vrai assez sympa, assez trivial. Et là il nous dit qu'il se passe pas grand chose. Et donc on va mettre quelques curls et voir ce qui se passe. On a fait des curls. Et pour l'instant, il ne space pas grand chose le copain. Et bonjour Top Clean ainsi que Pizik ou Pizik, I don't know. Bon spacer là, parce qu'il faut le mettre devant peut-être. Non. Alors comment ils disent quelque chose, pipe spacer. Ah, c'est parce que ça prend pas stdr peut-être. Peut-être. 2 into et 1. Ouais. Ok. Ça space dès qu'on a un certain temps sans interaction. C'est plutôt ça le comportement. Est-ce que ça donne le temps entre deux attentes, ou est-ce que ça donne... Je pense que ça donne le temps... De toute façon, on va faire un truc, on va faire while, true, do, curly, sleep 1, done. Ça devrait nous afficher 1, 1, 1 à chaque fois. Non, parce que c'est trop long, faut qu'il y ait au moins 1 entre deux. Si on dit sleep 2 secondes, est-ce que ça nous met 2 à chaque fois, ou est-ce que ça fait pas du tout ça? Oui. Très bien, donc ça space avec un écart minimum de le nombre de secondes indiqué, et c'est pas de voir si c'est mort ou pas. Et bien sûr, je pense que si on tège le sleep, ça nous prive pas de log, et si on en fait un tous les plus longtemps, ça permet de dire tous les combien de temps ça vient. C'est pas mal ça. J'ai un petit DNS bin qui pourra... Est-ce que tu me dis... Sinon, pour gagner un peu de char, tu peux faire un pipe et à la place de 2 chevrons et 1. Ah ouais? Excellent. Pipe et... Comment je le comprends ça? Ça voudrait dire... Ouais, je pense que c'est Bast qui fait un parsing différent. Vu que je fais totalement confiance aux gens, j'ai quand même explain shell. Histoire de voir vite fait comment est-ce qu'il le décrit. Explain me this thing. Parsing error, ok. Et si on donne juste ça.
Alors, et étoile qui est et pipe A qui est compris en tant que juste pipeline. Oh là, la musique. C'est plus cassé. Très bien, c'est plus cassé. Cool. Je pense que le PC a chaud. Alors, on enchaîne sur autre chose, un petit outil trouvé il n'y a pas si longtemps que ça qui s'appelle Find, à base de P-H-I-N-D. L'idée, on le voit plus puisque là ils ont mis Basic Search ou pas Basic Search, mais de base, c'est que tant que vous vous connectez avec votre compte GitHub, il vous propose du GPT-4 en arrière-plan. Donc, tant qu'on n'aura pas du GPT gratuit pour tout le monde, facile d'accès, eh ben, c'est pratique de ouf. Ça fait que là, on peut juste dire CDKTF, code, to, deploy, an droplet at digital, océan, please, hop. Et il va nous faire ça comme si on avait un ChatGPT 4 for free. Normalement, il y a des requêtes, des limites à 25 queries toutes les 3 heures, donc c'est vraiment littéralement comme si vous payiez, sauf que vous ne payez pas, et ça c'est nice. Donc voilà, c'est vraiment une espèce de mi-Google, mi-ChatGPT, built-in en un seul, gratuit. C'est nice, ça fait toujours plaisir. On va le laisser finir de générer, mais vraiment il donne aussi les boutons, il donne une petite sandbox pour pouvoir essayer de le run. C'est quand même assez confort. On reviendra tout à l'heure sur d'autres équivalents de cet outil, mais c'est quand même très self-contained et il doit avoir du bon travail de prompt derrière parce que ça fait le café, quoi. On enchaîne sur React Admin, non pas parce qu'ils se sont pris une faille, mais parce que je trouvais ça trop cool. Ça nous arrive quand même comment ils font, je pense qu'ils payent. Donc on retourne sur Find. Comment est-ce qu'ils font? Je pense littéralement que soit ils ont un équivalent de GPT-4, mais je pense pas parce qu'on en entendrait beaucoup plus parler, soit ils payent à GPT-4, mais le temps de monter eux et de pouvoir faire du business, ils donnent des accès. C'est un peu comme un appel d'offres où ils font everything free for everybody for a long time, et une fois qu'il y a assez de monde, ils disent maintenant on fait payer. Mais bon, legit, un peu comme Bing avec leur GPT-4 gratuit, un peu comme plein d'autres. Mais bon, Bing à Skip, il faut avoir un petit Edge pour l'utiliser, et c'est hors de question. Encore qu'il y a Chrome dans Edge maintenant. C'est shit. Donc voilà, j'allais enchaîner sur React Admin, parce que je trouve ça trop chouette. L'outil est bien foutu. React, ok, ça a une syntaxe trop chelou. À base de je fais du JS qui contient à moitié du HTML qui contient à moitié du CSS. Genre c'est quand même très flaky de base, mais les parseurs arrivent à le gérer bien. Et faut dire ce qui est, React, tant qu'on va pas volontairement se tirer dans le pied par rapport aux autres frameworks SPA, front-end, il y a une longueur d'avance en termes de sécurité. Et bon, forcément, plus on ajoute de code et de bloat, plus il y a de chances qu'il y ait un petit peu des galères. Ça fait partie du jeu. Mais si vous avez besoin de faire un outil de visualisation un peu pratique, facile, prototyping en speed, faut dire ce qui est, ça fait sacrément bien le taf. Du coup, là, l'idée, c'est que c'est pas de l'outil offensif, c'est juste de quoi faire du prototyping. Vous allez mettre 4 lignes et vous aurez votre truc fully fonctionnel avec tous les widgets qu'il faut bien, qu'il faut, pour faire, par exemple, un outil de recon en bug bounty, pour faire, par exemple, un outil un équivalent de PwnDoc pour faire du suivi de dossiers ou de tâches, ou pour faire un système de vérifier tous les combien de temps les utilisateurs ou les employés d'une boîte ont fait leur dernier training, etc. Développé par une boîte française. Excellent. Ouais, j'ai pas trop regardé le contexte. On était là, et je sais qu'ils ont une démo de mémoire. Mais bon, c'est beau, c'est facile, ça marche bien, ça s'installe bien, c'est open source. Ça régale. Les autres trucs qui sont sympas, j'ai mis ça avec JSON Server. C'est tout con, mais c'est incroyable pour du prototyping aussi. L'idée, c'est que donc Bernstein, une fois de plus, si jamais tu retombes sur ce stream, tu vas en vouloir. File system as a DB, oui. Pas pour des systèmes de prod, mais oui quand même, c'est trop bien. Et là, c'est mieux, c'est JSON on file system as a DB. Ce qui fait qu'on peut aller faire des modifications faciles tant qu'on n'a pas de question de volumétrie galère à gérer. On dit juste
voilà ce qu'est ma DB, voilà ce qu'elle va représenter, ce qu'elle va contenir, et JSON Server va automatiquement regarder les changements sur ce fichier, l'éditer si on fait des appels CRUD dessus, donc create, read, update, delete, et il va autogénérer toute la syntaxe pour que là on a des posts, on a une liste de posts, on a d'office un endpoint/post avec de quoi en ajouter, en supprimer, en modifier, en consulter. Le tout très facilement, le tout qui respecte la plupart des standards. C'est pas un outil de sécu, c'est un outil de prototyping. Ils le disent très bien, c'est pour tous les fronteux qui veulent... Attends, comment ils le disent Full REST API with zero coding en moins de 30 secondes, créé avec amour pour ceux qui font du front-end et qui veulent juste un quick back-end pour prototyper. C'est littéralement ça. C'est pratique pour prototyper, pour faire du store rapide. Et clairement, 380 000 personnes l'utilisent. Je suis pas le premier à trouver que c'est un concept très chouette. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a des petits tutos et même des projets boilerplate avec à la fois cet outil de visualisation rapide qui utilise ce back-end CRUD rapide. Donc vous pouvez avoir vraiment en 5 minutes un prototype d'interface web pour faire du suivi de dossier, de la gestion des clics, fully fonctionnel. CQ 0, hein, mais fully fonctionnel, et c'est top. Parce que avant d'avoir des trucs à protéger, il faut avoir des trucs. On enchaîne avec un article de la CNIL.fr, une fois n'est pas coutume, on va en parler. Je sais pas trop quoi en penser. Il y a pas mal, enfin il y a clairement un acte légal qui est passé, un espèce de mea culpa pour dire ça y est, les US font tout ce qu'il faut pour montrer patte blanche, montrer qu'ils font tout bien, qu'ils prennent en compte la sécurité des données, la privacy, machin, pas de Patriot Act, et que donc maintenant c'est ok de leur envoyer nos données. La Chine, la Russie, la France, tous les pays sont pas méchants, hein. Tous les pays sont intéressés par du savoir, nous y compris. Il n'y a pas de good guy, bad guy, c'est juste les données d'un pays, les infrastructures sensibles devraient être gardées dans le pays en question. Et si le pays en question est trop en galère de développement et ne peut pas avoir d'infrastructure suffisamment sécurisée ou robuste pour tenir ça, alors il faut qu'il y ait en effet un partenariat avec un autre pays, mais on sait qu'il y a un retour de flamme possible, c'est toujours par nécessité, c'est vraiment un trade-off de soit on peut faire bien, soit on peut pas, et en ce cas-là, le moins pire choix, c'est de le confier à une autre nation, le hosting ou l'administration. Mais c'est compliqué. Des questions compliquées, des lois qui avancent, mais quand on voit même ce que les gouvernements conseillent en termes de logiciels whitelistés, il y a aussi des histoires de gros sous et de on place nos petits, quoi. C'est un peu chiant, mais bon. Alors, il y avait dans les questions de chat, est-ce qu'il y a une liste de ce que tu présentes quelque part? Pour l'instant, non, mais elle sera sous peu dans la description de tous les... Enfin, la description de la vidéo YouTube, où il y aura les replays, donc sûrement demain ou après-demain, suivant la motive. Et quoi? Allez, c'est maintenant. Et je vais peut-être essayer de faire une partie, j'ai un peu revamp le site, qui fait que nous avons désormais toute une partie streaming avec un petit abstract de tous les épisodes passés, les guests et des liens vers toutes les vidéos. Donc si vous trouvez les plays YouTube mal foutus, vous pouvez faire votre meilleur CTRL F sur cette page et normalement vous aurez ce que vous voulez. En tout cas, c'est pas même de scroll un petit peu. Peut-être que je mettrai un GIST. Non, je ne veux pas de GIST, juste en description de la vidéo YouTube, vu que ça c'est déjà un pointeur de toute façon vers les vidéos en question. Pas besoin de plus, ça sera good enough. Donc on a ça. Ensuite on a une petite news de Troy Hunt, créateur de Have I Been Pwned, qui continue à exister, qui continue à faire plein de choses chouettes, qui continue à agréger des leaks et à faire en sorte que ça puisse être utilisable par les gentils sans être trop facilement exploitable par les méchants. Contrairement à DH, tout le temps qu'on a la thune, ils alignent les mots de passe en clair. Hein. Et donc là, il a rajouté un système de dashboard un peu plus sympa, bien que très questionnable en termes de boutons rouge-vert, mais en tout cas assez présent, et ça permet de juste avec soit un email de validation, soit un record DNS en plus, soit 2-3 autres méthodes, monitorer activement des domaines. Ce qui est bien. Moi, ça a pris vraiment littéralement 30 secondes, pas du tout. 30 secondes de faire un POC
sur ça et de voir que, yes, bon, je faisais des tests, peut-être que je l'ai enlevé. En même temps, bon, au pire, vous verrez, il y a un token dans l'URL. Vous pouvez faire juste un curl là-dessus et normalement ça marchera. En l'occurrence, le token est sûrement pas le bon là, mais whatever. Ça permet de dire qu'il n'y a pas de mail associé à ce domaine de toute façon. Suite à ça, donc dans les announcements, il y a le dashboard, il y a le fait qu'il y ait la domain verification qui se fasse plus qu'une seule fois et pas à chaque test parce que c'était un petit peu relou à automatiser, en tout cas pour l'utilisateur. Il y a domain search en serverless, donc moins de coûts pour lui et des meilleurs temps de réponse quand il y a des gros pics, parce que bien sûr, dès qu'il y a une grosse fuite de données, vous en doutez, tout le monde essaye de tabasser l'outil en même temps pour savoir s'ils se sont fait avoir. Donc avoir du serverless fait que ça lui coûte moins et que ça scale très vite. Clairement, hein, c'est l'approche la plus smart dans son cas. Donc c'est cool. Pas mal de petites optimisations et tweaks. Super. Plus de perf, moins de thunes. Et le dernier qui est vraiment la petite pépite, et vraiment ça va pouvoir parler un peu avec lui, c'est un mec chouette. Searches for small domains remain free. Larger domain will soon require commercial subscriptions. Ce qui veut dire c'est que on fait une recherche. Si on a peu ou pas de fuite, c'est qu'on est un indépendant ou une boîte qui vient de démarrer, donc il n'a pas envie de nous tabasser avec des frais, normal. Si on est une grosse boîte et donc qu'on a de la thune, mais aussi des choses à protéger, il y a de plus en plus de raisons d'aller chez lui, mais il va aussi faire payer pour que tout le monde puisse bénéficier d'une sécurité abordable sur ce genre de monitoring gratuitement. C'est vraiment le petit nice move good guy qui fait plaisir. On enchaîne sur un write-up de workshop CrackMap Exec dont Ryan Buesch, je suis désolé, Ryan, le 4, a participé, organisé par MPGN, donc mainteneur de CME, pendant le hack. Et à la fois, moi, je fais pas trop d'Active Directory, à la fois, j'essaye de quand même rester un peu au courant de ce qui se passe, de quels sont les outils, et celui-là a clairement pris une place conséquente. Et oui, Scratch, moi aussi, j'ai adoré ce write-up. Pourquoi j'ai adoré ce write-up ? Il y a un lab, il y a des screens, c'est clair, c'est bien expliqué et pas juste des commandes et des screens. Vraiment, il explique ce qu'il fait, il explique la méthodo, il donne les commandes. Donc ça fait aussi le classico qui va bien. Enfin, un bon gros contrôleur. On fait un petit, plutôt ça. On repop un VS Code. Hop. Et là, on peut prendre juste tous les CrackMap exec, toutes les fins de ligne. Et voilà, on a la cheat sheet, Ascend, Unique. Et outre les quelques trucs qui ont rien à foutre là-dedans, on a une maxi cheat sheet en 2 secondes et on peut juste essayer de changer les mots de passe et faire du rejeu et on est bon. Voire même, on pourrait dire, on prend toutes les commandes, on les passe à ChatGPT, on lui dit améliore-moi les commandes et remplace les mots de passe par des mots de passe crédibles de l'entreprise dont le nom est Tototata et les noms d'employés sont machin machin. Il va lui-même générer des trucs à spray et derrière on n'aura plus qu'à copier-coller et on sera à la maison. Donc très chouette. Et l'autre constat de ce write-up, c'est que MPGN fait un travail très chouette, honorable, et qui fait qu'au final, avec juste CME maintenant, il y a tellement d'outils built-in intégrés qu'on peut juste déglinguer beaucoup de choses avant d'avoir besoin du moindre autre outil. Et vraiment, on sait qu'il y met du temps et tout son cœur, que les contributeurs en font autant, et on a un outil qui est crème, quoi. Donc c'est GG les gars, continuez, c'est top. Et le write-up sera aussi en description, parce que pareil, Ryan, je suis depuis un moment, grosse montée en compétences, autant en compétences solides qu'en compétences de rédaction. Donc GG à toi, Ryan, aussi. BG. Instant auto-promo. Attention, il y a une semaine et quelques, j'ai eu le plaisir de donner le second training de sécurité OffenSkill et on en a profité pour, un petit peu avant ça, disclose le premier article de recherche, donc de la première session qui avait lieu. Donc c'est des trainings vraiment focus sur l'audit de code, l'introspection, le white box et faire de la recherche de zero day dans son coin sans emmerder personne, si ce n'est les vendors, les développeurs à qui on remonte les bugs, qui le prennent plus ou moins bien suivant les cas. Là, la timeline était un peu triste, éclatée comme à mon habitude, à savoir, on a fait la remontée début février et on est en time-out, hein, clairement on est en time-out. Mais ils ont quand même fait un patch. Bon, le patch est d'une qualité discutable, mais on en reparlera ultérieurement. On a proposé notre aide.
Ils en ont pas eu grand chose à faire. On a proposé de review le patch. Pas eu grand chose à faire. Basta. Toujours est-il, on était content et il y a cet article qui a été rédigé par Nishacid, l'un des participants, et un ami de longue date qui plus est, et qui montre bien comment est-ce qu'on a pu le péter. Et c'était juste une injection de commande post-haute à base de mon nom de domaine, point virgule, ma commande, point virgule, et vu qu'il y avait tout sur la machine, à savoir du bash, du cœur, du netcat, dans tous les cas ça sort sans trop de problème. Donc voilà, c'est juste un petit prétexte pour lire du code, pour faire un walkthrough et partager de la recherche. D'autres articles sympathiques qui devraient arriver. GPT Engineer, présentation d'outils fort sympathiques. Donc je l'ai déjà installé normalement. Je sais pas si je peux vous démo ça là. Mais yes, non. Alors, DL, TN, on zoom. On se pi3 et on se pip install GPT Engineer. Et forcément, j'ai pas mon token. Ah, comment je vais faire ça? Non, je vais vous piquer un shell dans un autre écran. Parce que sinon, je vais faire des bêtises. Alors, attention, je vais chercher mon secret. Et comment je peux faire si je sais comment je vais faire? Don't mind me. Je fais un truc complicado. On va le mettre dans le ZSHRC à la fin. Au pire, ce sera jamais qu'une clé à changer. Et là, on va fermer ça, on va le relancer et on va dire echo OpenAI token pipe pipe quoi, head caractère 2. Voilà. Vous avez mon début de token, mais en tout cas, on a un token valide dans le shell pour que ça fonctionne. J'espère juste que ChatGPT va pas se mettre à dire oui, coucou, alors voilà ton token, c'est celui-là que tu voulais utiliser, c'est ça? Ce serait très chiant. On va dedans, et dedans, normalement, il y a, il me semble, des exemples. Project. Oui, exemple. L'idée, c'est qu'on va modifier un prompt. Et bon, là, c'est l'exemple de base qui est donné, mais on va prendre le cas classique de nous, CTFR chercheurs. C'est en fait un outil qui va, il y a des démos incroyables, hein, mais qui va découper une tâche que vous lui demandez en plusieurs sous-tâches. Vous demandez des précisions, scaffold tout un projet, et ensuite écrire les fichiers sur le file system, et ensuite vous proposer de le run. C'est incroyable. On tente. I want a security testing lab with PHP 7.4 in a Docker. Compose file. This lab is meant to test for SSRF on the parameter URL in a get request. Voilà, un truc comme ça. Et donc, on remonte d'un cran et on lui dit rehash GPT Engineer. Yes, on avait à dire quand même DL. Active mon venv. On retourne là où on était. GPT Engineer. Un petit coup de -h. De -help en tout cas. Température, pour avoir plus ou moins de randomness, si on relance le projet plusieurs fois pour voir un petit peu ce que ça fait. Je sais pas où j'ai mis PJP, mais c'est pas bien grave, ça a fini par marcher. Mais merci Top Clean. Des fois, quand on fait des typos en stream, c'est super dur de s'en rendre compte. On peut demander du verbose, on peut demander un préfixe pour juste préfixer quelque chose sur des fichiers avant de créer une deuxième version ou une troisième version d'un projet. De la complétion. Bon, il y a suffisamment peu d'options en vrai pour que la complétion soit pas ultra nécessaire, mais dans le futur, qui sait. Donc option, on a pas de grand chose. Project pass, example. Delete existing, non, on va laisser tel quel. Et modèle, défaut sur GPT-4 parce qu'on est couplé à l'API. Let's go. Il prend le fichier prompt qui était déjà présent. Il va nous poser quelques questions. Ah, PHP, enfin PJP, j'avais la place de... Je pensais que tu parlais du pip install GPT, pas du PHP en tant que techno. Mon mauvais. Could you please provide more details on the requirement functionalities you want in the security testing lab? Yes, I want the nominal behavior to be to read an URL from the
URL HTTP get parameter and qu'est-ce qu'on veut que ça fasse? And emit an HTTP request to it, then exit without displaying the content to the client. Je suis en tout cas très content de vous permettre de bénéficier de mon meilleur accent franglais. Could you elaborate the role of PHP? I want PHP in its version 7.4 in a Docker image of it to have a portable laboratory. Hop. Yeah, could please provide more details about the SSRF testing process you want to implement? Just want to be able to submit URLs. No, submit an URL and see its content. Its fetched content displayed. Excellent, nothing more to clarify. Là, on rentre dans la matrix. Il dit de quelle feature je vais avoir besoin, de quel fichier je vais avoir besoin. Ok, maintenant, crée-moi ce fichier avec telle feature et tel formatting. Comme ça, il va pouvoir extraire le contenu des fichiers qui nous intéressent des backticks. Je pense qu'il y a du parsing de Markdown directement. En tout cas, avec le bon prompt engineering qui va bien, il va pouvoir nous générer tout ce qu'il faut. On va quand même dans le projet. Je sais pas si je peux vous le montrer pendant que ça se fait. GPT Engineer, Project Example. On a deux choses. C'est le premier, c'est T2, T3, T2. Il n'a pas encore écrit les choses dans Workspace. Pour l'instant, ça tourne juste. Bat memory clarify. Ça, c'est tout le dialogue et le prompt final qu'on a fait. Parce qu'au final, on fait quelques échanges pour l'améliorer, mais on envoie tout en un seul prompt, avec plusieurs parties. Et si on met un coup de tri, là, ça a commencé à générer le workspace, le clarified code et notre prompt qui était notre prompt initial, quoi. Et si on va un petit coup de code dans le workspace, attention, c'est là où vous allez être mind blow, c'est qu'il a fini de tout générer. Et on peut regarder un peu ce qu'il nous propose. Donc déjà, il nous dit souvent à la fin, voilà ce que je vous propose pour tester votre projet. Est-ce que vous pouvez dire oui pour le run? Non, on va quand même regarder un peu ce qu'il y a dedans avant, parce que si on dit génère-moi un truc de sécurité, pour peu que ça ait été entraîné, biaisé bizarrement, on va pas auto-run, quoi. Donc ça, c'est un peu la readme de qu'est-ce qui a été fait, pourquoi, comment. Notre Dockerfile qui va copier tout ce qui est dans src, dans var HTML, dans une AMH PHP, c'est ce qu'on voulait, mettre une configuration ini. On veut configurer le PHP pour avoir des flags de debug, donc très bien. Dire quel port on expose. Ok. Là, on a bien le port 80 qui a été mappé sur 8080, donc il fait les choses bien. Fichier.env qu'il a auto-généré, on s'en sert pas, mais ce sera pratique plus tard. Les sources sont au bon endroit dans index, et on a bien get file get content. J'avais dit do not display the content, mais ça va, c'est pas grave. Et ben maintenant, on va lui dire oui, on sait un peu ce qu'il y a dedans. Bon, on n'a pas regardé ultra précisément le contenu non plus des fichiers, ce qui aurait pu être bien et nécessaire, parce que c'est pas parce que là on n'a rien affiché qu'on n'a pas de white space ou de bytes bizarres qui nous ferait nous faire péter quand même. CF, ce qu'on a vu plutôt sur les Unicode, UTF-8, tout ça. Yes, oui, la run. Tu sais pas me le dire parce que tu es un Docker, mais tu as run. Oui, il était incroyable ce code. Merci beaucoup. Ok, Docker, PS. On n'a rien. ls, cd, example, cd, le workspace. Docker compose up. Maintenant que ça la build, on a notre petit Apache qui fonctionne et on a dit qu'il allait être exposé sur cette chose-là. 1.7 en 80, on a dit no URL. URL égale https le classique, hein, un autre classique, allez. Hop, hop. Let's go. On a fait un proxy.
en un prompt GPT Engineer et 2-3 copier-coller et une commande, on a fait un littéral proxy sur lequel vous auriez pu aller sur Facebook au lycée ou au collège quand c'était censuré. Donc voilà, c'est chouette. Bien sûr, sans autant, hein, faut pas déconner. Et il y a sûrement moyen de faire d'autres choses sympas, genre lire des ETC, password, host. Je vais pas faire ça. Hein, c'est ma machine. Ah, on est dans un Docker. On s'en fout. Bam. Voilà, une bonne SSRF. On a notre lab. Et vraiment, le lab en une commande, c'est quand même assez confort, quoi. Et donc, dans cette même lignée d'outils que je trouve vraiment splendide dans le gain de temps, parce que là, vous pouvez vraiment copy-paste l'énoncé d'un challenge, dire vas-y, fais-moi un truc qui solve. Il dit oui, je suis le chat GPT, je vais faire ça. Small Developer et Small AI. Small Developer from Small AI. Petit outil qui permet, de la même manière dont on vient de faire un prompt assez complexe qui s'auto-décortique et génère, là c'est le fait d'automatiser ou en tout cas d'instrumentaliser ça. Ce qui fait de pouvoir offrir à un site ou un endpoint le fait de pouvoir submit des tâches en humain et se faire récompenser avec des projets boilerplate. Donc on faisait le code, on a fait le code qui fait le code, on a fait l'IA qui génère le code. Là, on fait le code qui permet d'interagir avec une IA qui va générer le code qui fera le code. Grosso modo, on est parti trop loin, mais c'est quand même vachement chouette. Et je sais pas à quel point ça utilise LangChain, on voit de plus en plus de gros wrappers à base de plan, de summarize, de specify, de choses comme ça. On en parlera un peu plus dans les temps qui viennent. Parce que je suis pas. Moi, j'adore la sécu, la lecture de code. Mais si on passe à côté du fonctionnement des IA et des nouveaux outils, je pense vraiment que si on n'apprend pas à les utiliser bien et à en avoir une utilité grande, d'ici quelques années, enfin mois et peut-être années maximum, on sera plus hyper utile. Quand on voit la vitesse à laquelle ça progresse. Et croyez-moi, là, ce que je vous montre, moi, je suis un amateur et je fais du point slash, hein, mais il y a les gens qui sont un peu compétents là-dedans peuvent faire des choses nettement plus sympathiques. Il faut marcher avec ceux qui marchent, sinon nous resterons assis. Et parmi ceux qui marchent, voire même ceux qui courent, il y a Sam Witevin, I guess, qui nous a fait plein de vidéos. Alors autant sur les miniatures, le son. J'ai fait. Autant sur les miniatures il se gave et c'est déjà un travail quali, autant sur le contenu, pour en avoir regardé 3-4 so far, c'est génial. C'est aussi bien sur comment bien utiliser un prompt, aussi bien comment faire via du LangChain, arriver à faire du prompt engineering plus complexe, comment faire des systèmes de summarize, comment utiliser des réseaux alternatifs, genre il parle de Claude 2 en alternative à GPT-4, il parle de Llama qui est celui de Meta, et de comment interconnecter tout ça ou faire tourner ça en local sur sa machine. C'est génial. Genre juste il s'est gavé et il a fait du contenu. Je sais ce que ça coûte que d'essayer de sortir de manière régulière un peu de contenu toutes les semaines, en temps et en juste y penser, à moins qu'il soit à temps plein là-dessus, faire une vidéo tous les 2-3 jours, c'est solide, surtout sur des domaines complexes, vraiment. Donc pareil, ça ce sera dans le Technology Watch. Et on enchaîne sur l'un des derniers sujets de ce soir, à savoir... je voulais pas commencer par ça. Bon, à savoir un équivalent de ma distrib Regolith 3, mais là c'est juste un petit tiling window et manager. Et il est beau, il est juste beaucoup trop beau, voilà. Donc je voulais essayer de le tester, j'ai fait une Ubuntu 22 et donc je sais pas si lui l'avait testé sur une 20 à l'époque, ou enfin à prendre le temps de tester mieux, parce que clairement il y a un peu de doc et c'est vraiment censé être point slash et ça marche. Et là où ça devient sympathique, je sais pas à quel point c'est vrai ce que ce petit little boy raconte, mais j'arrive pas du tout à retrouver ce que je voulais. Le site, le Vercel, voilà. Alors Vercel, il montre un petit peu le site, ce que c'est, comment il fonctionne. Il montre qu'il y a des animations incroyables, où vraiment juste c'est fait pour être beau et agréable, quoi. Et c'est, à mon sens, c'est vraiment super important.
ça peut sonner superficiel, hein, mais c'est super important d'avoir une workplace qui vous plaît. Top Clean, je ne sais pas te dire si c'est du Xorg ou du Wayland. Pour moi, vu les dépendances, c'est du Xorg, donc ça devrait marcher bien en 20 et pas en 22. Mais le Ubuntu que j'ai testé était en 20. Tu vois, ils mettent Xorg Init. Pour moi, c'est encore en Xorg, mais j'ai pas regardé du tout le code. Stabilité, je sais pas. Il en parle depuis un petit moment. Et ce qui m'a régalé, c'est que je suis tombé sur sa chaîne YouTube où déjà le mec sur son GitHub et à un autre endroit il revendique avoir 15 ans, donc c'est vraiment un projet early, et un mec qui fait ça à 15 ans, il fait des trucs chouettes, enfin encore plus dingue d'ici peu, et il a pas mal chopé sur les vidéos qu'il a fait les codes du quick explaining, genre voilà comment j'ai fait ça, clic clac clouc, quel type de code et on est bon. Voilà, je voulais faire un timing manager, donc j'ai fait ça, on a fait des courbes qui vont bien, on a pris tel compositeur. Donc voilà, je vais essayer de le poker dans les semaines qui viennent parce que c'est quand même vachement sympa de pouvoir faire une crise d'épilepsie gratuitement. En tout cas, j'apprécie. Voilà. Mais ouais, un peu, enfin mon point slash initial, il a pas marché comme escompté. J'aurais cru par rapport aux animations. Ouais, non, mais ça peut être ça. Il parlait. Attends, smooth, non? Anima. Voilà. Using Picom Progilus because it has very clean animation support. Donc, en soi, que ce soit en Wayland ou Org, si c'est bien fait de manière opti, ça peut être top. Mais bon, pareil, là, il dit qu'il se base sur un projet qui semble plus être maintenu depuis. Non, c'est un fork. C'est un fork. Là, sûr, ça va. Ça semble peut-être un poil plus. Je sais pas. Ah là là, les gens. C'est compliqué de savoir quels sont les projets maintenus, pas maintenus avec le nombre de forks. Bref. Mais en tout cas, joli, à poker. Si quelqu'un là et veut faire une démo un jour, ça pourrait faire un bon petit prétexte pour avoir un guest. N'est-ce pas, Top Clean qui spamme le chat. Et dernier petit sujet de ce soir, vous avez vu, il y a eu pas mal de changements, à la fois sur FastSkill pour les sorties d'articles, à la fois sur Sync Love Share pour l'ajout de toute la partie streaming, ainsi que instant sponsor. S'il y a des gens qui veulent parler de produits, qui veulent suggérer des guests, qui veulent mettre une asso ou même une ONG un peu sur les devants, eh ben, c'est aussi fait pour. Si je peux arriver à sauvegarder plus de temps pour le stream, et le temps étant de l'argent, tout ça, ça se compense, vous me comprenez, eh ben, ce serait chouette. Donc, s'il y en a qui ont l'envie, il y a aussi un Tipeee qui a été créé où j'explique un peu le pourquoi, le comment, et je balance tous les réseaux. Et bien sûr, c'est que dit à votre bon cœur. Le premier truc que j'explique, c'est que le stream ne sont pas en danger. C'est vraiment juste pour encourager un peu, dire on a de l'intérêt, parce que je peux pas avoir de stream partenaire ou quoi via Twitch, parce qu'il faut juste streamer un nombre d'heures par mois. Enfin, il faut streamer 6 fois par mois, 8 fois par mois. Juste une fois par semaine avec des sujets conséquents, faut déjà le tenir. Bref. Donc voilà, les streams sont pas en danger, mais si vous voulez contribuer un peu au truc, c'est avec plaisir. Et Anakin, yes, je serai à la Barbac ainsi qu'à la Greac, et j'ai même un rump en préparation. On verra s'il a accepté, hein, classique, mais j'ai des petits projets. Donc voilà, les streams sont là, la suite arrive, les traductions, les transcripts et tout le reste, comme d'habitude. J'espère que vous avez passé une bonne soirée et rattrapé une bonne partie de la veille techno. Tout ça sera ajouté en description. Et croyez-moi, il nous reste tout ce qu'il faut pour la suite. Plein de bonnes choses à vous tous. Je vous souhaite une très bonne soirée.